Cette conférence va maintenant être enregistrée. Et comme vous avez pu le voir, la conférence va être enregistrée. Ça vous permettra de la revisionner si besoin. Et merci à ABF qui anime la conférence et qui accepte de partager ses slides. Donc, vous aurez l'intégralité des slides qui seront projetés aujourd'hui. Bon. Est-ce que vous nous entendez? Je pense peut-être. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire. N'hésitez pas à fermer vos micros, s'il vous plaît. Je vous remercie. Bon, je vous propose de démarrer. Bonjour à tous, je m'appelle Françoise Gorga, je travaille pour l'ANIA, donc l'Association nationale des industries alimentaires. Et on vous propose aujourd'hui un webinaire autour du financement. Juste quelques précisions pour démarrer. On a un intervenant qui s'appelle Franck Maudou qui va prendre la main juste après et qui va vous présenter les financements existants, mais pas sous forme de catalogue, plutôt sous forme de méthodologie. comment anticiper, comment s'organiser, comment essayer de se projeter, au moins sur l'année 2021, puisqu'on est dans une période assez fluctuante, donc c'est sur cette année-là qu'on a la meilleure visibilité, pour essayer de porter vos projets et de bénéficier du soutien qui est mis en place par les pouvoirs publics en ce moment. Ce webinaire, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui étaient déjà là, va être enregistré et sera rediffusé sur la chaîne YouTube de l'ANIA. Donc évidemment, vous aurez accès, vous pourrez réécouter à tête reposée si besoin. Vous aurez les slides si besoin aussi. Et ABF, vous pouvez poser toutes vos questions, s'il vous plaît, dans le chat. C'est moi qui les adresserai à Franck en fin d'intervention. Donc, posez-les au fur et à mesure pour ne pas oublier et on y répondra. Enfin, il y aura une partie questions-réponses, mais plutôt réponses du coup en fin de webinaire. Merci à ceux qui n'interviennent pas de couper leur micro, évidemment. Si vous avez des questions plus précises à adresser à Franck, certains d'entre vous le savent déjà, on a proposé des temps d'échange individuels avec les experts d'ABF Décision cet après-midi, entre 14h et 16h, je crois. Il reste 13 créneaux. Donc voilà, si certains d'entre vous ont des questions plus particulières et souhaitent bénéficier de cet entretien de 30 minutes individuel, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vais vous rappeler mon adresse email dans le chat avant midi, si possible, qu'on puisse organiser les choses. Donc, il reste 13 places et on le fera dans l'ordre d'arrivée, évidemment. Que dire d'autre? Donc, les questions dans le chat, on les adresse à Franck et à ses experts en fin de webinaire. Encore 13 places disponibles si vous le souhaitez pour des échanges cet après-midi. Coupez vos micros et on peut démarrer. Franck, je peux te laisser la main du coup. On va te nommer présentateur pour que tu puisses passer tes slides tranquillement. Et c'est parti. Hop là. Je vais le temps effectivement de partager mon écran et de passer les slides. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci beaucoup Françoise. Merci effectivement à l'ANIA pour l'organisation de ce webinaire. Je vais tâcher d'être le plus clair, précis dans mes propos. Le sujet est compliqué, je pense que vous le savez.
mais s'il y a les moindres questions qu'il puisse y avoir, on essaiera d'être le plus clair à nouveau aussi dans les réponses qu'on nous apportera, que ce soit effectivement en fin de webinaire ou après dans les sessions de questions-réponses individuelles à 14 h cet après-midi. Alors, juste le temps de bien mettre mon affichage écran comme je le veux, et c'est bon. Bien, eh ben c'est parti. Alors, juste en introduction, sur quelques mots sur pourquoi aujourd'hui on a aujourd'hui ce cœur d'expertise. Ça fait maintenant près d'une vingtaine d'années, plus de 17 ans qu'on travaille sur l'ensemble des questions de financement public à l'entreprise sous un prisme un petit peu différent de ce qu'on peut voir dans le paysage. Mais je vais revenir après sur le pourquoi, et qu'aujourd'hui l'entreprise est basée le siège est à Tours, des présences majoritairement sur l'ouest de la France, mais des missions un peu partout sur le territoire national, et à chaque fois sous l'angle de l'expertise, de l'ingénierie en financement public, et avec des positions très fortes dans le domaine de l'agroalimentaire aujourd'hui. On y reviendra si nécessaire. Je ne rentre pas dans le détail sur AB Décision, c'est pas l'objet aujourd'hui. Alors, avant de m'arrêter plus sur cette slide, juste faire un premier rappel du pourquoi. Pourquoi on parle, nous, d'ingénierie en financement public? Il y a un environnement, au-delà des outils, des appels à projets, des dispositifs, des fonds, des dotations, tout ce qu'on peut appeler. On a un environnement qui est un environnement juridique, avec un postulat européen premier qui est que toute aide publique est interdite pour des raisons de distorsion de concurrence. Donc, on a une Commission européenne qui a contraint le sujet en fermant effectivement la chose, en l'interdisant, mais qui du coup a mis en place des dérogations. Ces dérogations vont permettre quelque part de faire ruisseler les financements publics, l'aide publique, l'argent, sur des sujets bien précis, là où on a une volonté politique de développement et d'intervention de l'Union européenne dans l'économie. Ce sont des règles juridiques, c'est ce qu'on appelle les régimes généraux d'exemption par catégorie, des régimes notifiés, des règles de droit. Et si je reprends une image que je prends assez régulièrement, une forme de pyramide, on a tout en haut l'interdiction. Sous cette interdiction, on a des cas dérogatoires. Sous ces cas dérogatoires, on va avoir des fonds, des dotations, c'est ce que je vais vous présenter juste après. Et sous ces fonds, ces dotations, on va avoir des outils. C'est des dispositifs, c'est des appels à projets, c'est tout ce que vous voyez actuellement, par exemple, dans le plan de relance. Et on s'arrêtera aussi sur le sujet tout à l'heure. Et je vais m'arrêter un peu plus après sur la question des cas dérogatoires, parce que finalement, le cas de l'ingénierie, vous comprendrez tout à l'heure qu'il est là-dessus. Donc, sans m'arrêter tout de suite sur ces cas dérogatoires, si on s'arrête sur les dotations, les fonds, on voit qu'on est dans un environnement où la Commission européenne intervient de façon massive, puisque là, on est en train de finir le programme H2020 et on va basculer sur ce qu'on appelle Horizon Europe, donc le programme 2021-2027. C'est effectivement 100 milliards d'euros qui sont prévus pour intervenir dans le domaine économique. Mais dans les années 2000, la Commission européenne a dit, moi, dans un ensemble de sujets, je n'ai pas vocation à intervenir directement dans l'entreprise. Je vais confier un ensemble de dotations, des fonds stratégiques, à des autorités de tutelle. Et pour la France, ce sont les régions qui sont devenues autorités de gestion des fonds qu'on appelle FEDER, FEADER, FSE, FEAMP, FEAGA, un ensemble de fonds qui sont des fonds européens, mais pour lesquels la Commission européenne n'intervient plus directement. Et ce sont les régions qui sont en première ligne. Et quand je dis les régions, il faut entendre et comprendre que chacune des régions a ses dotations, chacune des régions a programmé l'utilisation de ces fonds, ces dotations, dans ses propres aspérités, ses propres volontés de développement économique. Mais la Commission européenne a certains outils pour intervenir directement également dans des entreprises, sur des projets. Et là, on ne parle plus de FEDER, de FEADER ou autre, ce sont des fonds de la Commission européenne, c'est des appels à projets, des dispositifs permanents aussi, avec une technicité qui est un petit peu différente, effectivement des fonds de dossier qui sont également différents, on le verra peut-être tout à l'heure également. Donc on a effectivement ce bloc gris qui est très conséquent, des fonds qu'on appelle des fonds européens, qui sont diligentés soit directement, soit indirectement, effectivement par la Commission européenne. Tout à droite de ce graphique, vous avez l'ensemble de ce qu'on va appeler, nous, le bloc régional et intercommunalité. Chacune des régions de France écrit ce qu'on appelle un schéma régional de développement à l'économie et à l'innovation internationale, SRDEI. Si je fais la somme de ces schémas, c'est 2 milliards d'euros à l'année de dotation. Tout ce que je vous présente là et vous dis maintenant, c'est en dehors du plan de relance. Qu'on soit bien d'accord là-dessus, c'est ce qu'on présentait nous déjà il y a 6 mois, 1 an. Et on verra qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé encore ces derniers temps.
Dit autrement, si je prends n'importe quelle région de France, et on prendra l'exemple tout à l'heure de la région Nouvelle-Aquitaine, on a une région qui va nous dire, moi j'écris un programme politique avec des outils, des interventions pour soutenir telle activité, tel type de projet, tel type d'entreprise. Et pour financer ce programme, je prends une partie sur mes fonds propres, sur mes dotations propres, et une partie dans les fonds européens qui me sont attribués par la Commission européenne sur les FEDER, FEADER, FEAMP et autres. Au milieu de tout ça, on a l'État français, qui a un gros bloc qui est extrêmement connu par les entreprises qu'on appelle la fiscalité de la RDI. C'est plus de 6 milliards d'euros à l'année. C'est le crédit impôt recherche, c'est le crédit impôt innovation, c'est jeunes entreprises innovantes, c'est tout ce qui est régime et plus-value de brevets. Dispositif plutôt très connu par les entreprises. Je m'arrêterai peut-être un tout petit peu dessus tout à l'heure, ou s'il y a des questions également. C'est une aide publique. Et puis, on a le programme des investissements d'avenir. Pour 2021, on va attaquer le 4e programme, donc le PIA 4. Petite anecdote, le PIA 4 par rapport au PIA 3, c'est x2. Et ce x2, il est lié aussi au plan de relance. Et on va avoir un ensemble de dotations qui vont effectivement venir en soutien d'innovation technologique, numérique, soutien à des filières, aux PME, des innovations dans les PME. Et puis, dans ces 20 milliards d'euros, on a ce qu'on appelle un bloc d'investissement d'avenir régionalisé. C'était 500 millions d'euros, ce sera 2 milliards d'euros dans le PIA 4, où là, effectivement, l'État consacre des dotations qui ne sont plus instruites au niveau national, mais qui sont instruites au niveau régional, à nouveau pour soutenir des PME, des projets d'innovation dans les PME, ou des projets de structuration de filières. On a des thématiques comme ça qui vont ressortir à nouveau, mais plutôt sur un échelon régional dans le cas des investissements d'avenir. On prendra un exemple tout à l'heure dans les cas concrets. Donc, c'est ce qu'on s'appelle ce bloc, nous, d'investisseurs publics institutionnels. Mais à côté de ces financeurs publics institutionnels, on a d'autres opérateurs. Alors, ça peut être BPI France, sur sa branche innovation, sa branche internationale. Ça peut être l'agence innovation défense, pas trop concernée dans le domaine agroalimentaire, ça serait à voir. L'ADEME pour tout ce qui est efficacité énergétique, économie circulaire, production d'énergie, impact environnementaux des projets. France Agrimaire, donc, que vous connaissez mécaniquement, les agences de l'eau, mais on pourrait citer aussi l'agence bio. On a un ensemble effectivement de guichets, je le mets entre guillemets, qui peuvent être des opérateurs pour venir soutenir non pas une entreprise mais des projets, et on va voir après ce qu'entend cette logique de projet. On a un fonctionnement qui est quand même un petit peu en silo. Parfois, on voit qu'on a des communications qui se font bien entre financeurs publics, parfois pas. Et tout ça, ça donne lieu à énormément de dispositifs. Une des questions, c'est quand j'ai un projet, quand j'ai une ambition, quels sont les meilleurs dispositifs à l'instant T ou à T+1 pour venir soutenir la stratégie de l'entreprise. C'est là qu'effectivement je vais pouvoir vous emmener pour essayer de décrypter effectivement le sujet et pouvoir vous y retrouver. Quand on regarde de façon classique, et là pour le moment je suis hors plan de relance à nouveau, on a 3 grands silos de projets qui peuvent être soutenus. Les projets d'innovation R&D, les projets d'investissement, et je rajouterai l'impact induit de ces investissements sur l'activité de l'entreprise, et les projets de développement international. Ce qu'on appelait nous par le passé les 3I, innovation, investissement. J'ai un petit bruit de fond, pardon. Je continue. Sur la question des projets d'innovation, quand on s'arrête dessus, déjà, il faut réussir à identifier si oui ou non mon projet, l'ambition que je porte, peut être qualifié d'un projet d'innovation. On va voir rapidement qu'on a 2 grandes catégories qui se détachent, les projets de R&D et les projets d'innovation. Un projet de R&D, ce sera une rupture par rapport à ce qu'on appelle l'état de l'art, l'état des connaissances. J'ai une problématique technique, scientifique qui s'oppose à moi. Est-ce que l'état des connaissances disponibles me permet de résoudre cette problématique où j'apporte de nouvelles connaissances grâce à mes travaux? Et une rupture quelque part par rapport à l'état de marché, donc on va qualifier d'innovation. Et donc là, on regarde davantage la question de mon positionnement économique, mes concurrents, ce qui est présent sur le marché et comment j'apporte quelque chose de mieux quelque part sur le marché. Et on voit qu'on peut avoir un champ d'innovation finalement qui est plus large que le champ de la R&D. Je vais assez vite, c'est des points qu'on peut détailler davantage à d'autres occasions. Quand on fait apparaître les taux de soutien que vous avez en bas, c'est ni plus ni moins que la traduction du régime général d'exemption par catégorie à la R&D innovation ou les régimes notifiés. Dit autrement,
les régimes dérogatoires qu'a posé la Commission européenne pour venir soutenir les projets d'R&D d'innovation. Quand on lit entre 25 et 70% des dépenses en subvention, c'est ni plus ni moins que la traduction du taux d'intensité plafonné dans les régimes dérogatoires européens que vont s'approprier après les financeurs publics pour mettre en place des outils. Je me pose la question, est-ce que mon projet est un projet d'R&D d'innovation? Si oui, mon projet peut être qualifié ainsi, on va devoir formuler ce qu'on va appeler un budget. Et mon budget, c'est des frais, sera toujours constitué de frais internes avec des frais de personnel directement attachés au projet, des frais de fonctionnement, des achats, des dotations aux amortissements, et puis des frais externes, c'est les prestataires externes, c'est la sous-traitance, c'est des frais de brevet, tout ce qui va être les frais connexes quelque part au projet d'innovation et de R&D. Ce qui veut bien dire que j'identifie ces projets, ces budgets, ces coûts, avant le démarrage d'un projet. On verra que là, on touche directement à une règle d'éligibilité très très forte par rapport au projet tout à l'heure en fin de réunion. Dit autrement, c'est du BFR, c'est des coûts que je vais porter. Et une fois que je me suis posé la question de quelle est la nature de mon projet, quels sont les coûts, on voit que dans le domaine de la R&D et de l'innovation, finalement, alors là, c'est un exemple en région, par exemple, Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas tous les dispositifs, c'est juste pour passer le message là qu'à un instant T, on peut cartographier les dispositifs sur 2 grands axes. La question du budget de mon projet et la question de l'état d'avancement de mon projet. En fonction de l'état d'avancement, est-ce que je suis en phase de formulation, d'étude de la faisabilité, du prototypage, de l'industrialisation, de la commercialisation, et en fonction de la nature de mon budget, donc des coûts que je vais porter, je vais pouvoir cartographier les outils. Et après, dans ces outils, il faut que je puisse voir quels sont les attendus, les cahiers des charges, pour voir quels sont les meilleurs outils, et éventuellement comment je peux parfois aussi cumuler ces dispositifs dans un même temps ou dans une échelle de temps au regard de l'avancement de mon projet. On a un champ de la fiscalité de la R&D d'innovation qui est très large avec le crédit impôt recherche, et puis on voit que parfois, en fonction de la nature des budgets et de l'avancement, on voit de façon graduelle des dispositifs qui viennent s'égrener, qui suivent finalement la durée de vie d'un projet, et la forme de l'aide va également changer en fonction de la maturité du projet et du niveau de maturité des travaux de R&D innovation. Je ne m'arrête pas plus que ça, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de rentrer dans le détail des dispositifs, mais juste que pour dire que dans ce paysage, on a un magma de dispositifs qui peut exister, qu'on peut exploiter, avec des dispositifs qui sont plus ou moins incitatifs en taux d'intensité, plus ou moins risqués dans les potentiels de succès et de réussite. Ça peut aller de 3-5% de sélectivité à quasiment 90% de sélectivité, 100% quand on a un fonds de dossier qui est mûr, mature, et qu'on a un go du financeur public pour monter un dossier. Donc le tout, c'est de bien le comprendre peut-être avant d'entamer une démarche. À côté de ces projets d'innovation et de R&D, on va avoir tous les projets d'investissement. Et quand on regarde les projets d'investissement, on va voir que l'immobilier peut être concerné, les investissements productifs, matériels, l'emploi, la formation, l'impact sur les conditions de travail, et on va voir aussi tout l'impact environnemental, et là c'est un bloc qui se renforce considérablement en ce moment. On va le voir après également, on va parler un peu plus du plan de relance, dans lequel les questions de production d'énergie, d'économie de ressources, matières premières entre autres également, réduction des pollutions, peuvent être des éléments qui sont concernés. Vous verrez, vous aurez les supports. À chaque fois, vous avez une légende sur la forme de l'aide, sur quels sont les secteurs d'activité éligibles, et les taux d'intensité potentiels apparaissent également sur le support. À nouveau, ce n'est pas le cœur du sujet que de rentrer dans le détail de chacun dispositif, c'est juste que pour dire à un moment donné, en fonction de mon ambition, en fonction de mes projets, je peux peut-être prendre le temps de cartographier ces projets, de les analyser, et tout n'est pas présent sur la slide, ça serait parfaitement impossible, il y en a beaucoup trop. M'arrêter quand même sur les questions un peu plus précises dans le domaine de l'agroalimentaire. Vous voyez que vous avez ici un bloc qui s'appelle Investissement productif, industrie agroalimentaire, IAA, avec un petit drapeau européen. Il est parfois utile de se poser la question, est-ce que je suis ou non dans le champ de l'agroalimentaire au sens européen? Alors, moi, de l'extérieur, quand je suis arrivé chez ABF Décision, bête et méchant, l'agroalimentaire, c'est quelque chose qui se mange. Finalement, la définition de l'agroalimentaire pour le financeur public, pour savoir si je peux mobiliser des fonds FEADER, ces dotations européennes qui sont consacrées, entre autres,
pour le développement des investissements qui vont permettre la transformation de produits agroalimentaires. Pour pouvoir savoir si je peux les mobiliser, il faut regarder ce qui rentre dans l'usine, il faut regarder ce qui sort de l'usine. Il faut regarder si ces matières premières entrantes font partie du traité de fonctionnement de l'Union européenne de l'annexe 1. Si oui, je vais pouvoir avancer dans la démarche et regarder également ce qui sort de l'usine et si ça fait également partie du TFUE. En fonction des régions, le taux d'intrant, le taux de sortant, la nature des matières premières va également varier dans les proportions. Donc, il est important de bien comprendre en fonction de mes territoires d'implantation. Parfois, je peux être multirégional et quelque part, l'utilisation des FEADER peut changer d'une région à l'autre. Donc là, à nouveau, j'ai pris l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine. On pourrait le détailler peut-être à une autre occasion, le fonctionnement du FEADER. Mais d'une région à l'autre, on a des aspérités qui sont importantes, mais il est extrêmement important de bien comprendre ce qui rentre en termes de matières premières et ce qui sort de l'usine pour savoir si oui ou non je peux venir émarger à ces enveloppes. Et c'est une réelle opportunité pour les entreprises agroalimentaires que de pouvoir le faire, parce qu'on va être sur des enveloppes dédiées dans lesquelles les investissements productifs sont clairement visés. Je poursuis. Et après, on a le champ sur toute la partie des questions de développement à l'international, un peu plus simple quelque part dans l'approche. Est-ce que les questions à se poser, c'est est-ce que je recrute, est-ce que je prospecte ou est-ce que je m'implante à l'international? Et à nouveau, en fonction des régions, les outils et réponses peuvent être un petit peu différents. Ça, c'est quelque part le fonctionnement classique habituel des financeurs publics, la conception des outils qu'on a connus sur les dernières années, mais qui préexistent et qui vivent toujours aujourd'hui. À côté de ça, il y a la question aujourd'hui effectivement du plan de relance, qui est venu complètement bousculer la donne dans le domaine des financements publics. Alors on a eu un temps, en mars, avril, mai, juin, qui a été un temps d'urgence et de soutien. Ce temps d'urgence a changé la physionomie effectivement des financements publics. Les 470 milliards d'euros n'étaient plus là pour soutenir des projets, mais pour soutenir des entreprises. C'est ce que je vais appeler moi un mode défensif. Ce mode défensif, il a eu pour objectif de permettre aux entreprises de résister quelque part à la crise, de conserver des marges de manœuvre et d'éviter d'entamer des potentiels économiques. Aujourd'hui, on est basculé dans le domaine du plan de relance, où là, on revient à une logique offensive de projets. On va voir quels sont les projets qui peuvent être concernés derrière. Et ce sont 100 milliards d'euros qui sont consacrés effectivement à l'intervention dans le domaine économique pour venir soutenir l'économie française. Ces 100 milliards d'euros, quand on prend le temps de les analyser, on voit qu'on a 3 grands blocs, écologie, compétitivité, cohésion sociale. C'est une présentation que je qualifierais d'assez politique, mais qui permet effectivement de faire une belle synthèse de l'ensemble des 500 milliards d'euros. Et sur ces 100 milliards d'euros, on a un bloc quand même de 40 milliards d'euros qui vient de la Commission européenne, avec une Commission européenne qui a clairement posé le débat aussi, et c'est aussi une volonté politique française de dire sur effectivement les plans de relance, il doit y avoir une part importante consacrée à la transition écologique. Et cette notion de transition écologique, de transformation des modèles économiques, c'est quelque chose qui est extrêmement transverse dans tous les projets qu'on retrouvera à présenter au plan de relance. Dit autrement, il est important aussi de penser l'ambition des entreprises dans son impact, dans son environnement, sa mieux-disance environnementale, écologique, économique, pour voir effectivement se laisser la possibilité de pouvoir émarger à ces dispositifs de soutien liés au plan de relance. Donc quand on le présente comme ça, effectivement, on parle d'une grande manne de 100 milliards d'euros. On va essayer de regarder un petit peu plus finement pour les entreprises agroalimentaires où se trouvent les gisements, les silos pour venir soutenir les projets. Et quels sont les projets qu'on peut venir soutenir? Quand on regarde un petit peu plus finement, on voit que sur les 100 milliards d'euros, on a 2,6 milliards pour les filières automobiles et aéronautiques. C'est pas notre sujet aujourd'hui, je passe. 2 milliards d'euros pour le développement d'une filière hydrogène vert. C'est un gros sujet d'avenir dans lequel il y a beaucoup d'argent à consacrer et qui vont être consacrés pour développer la filière, pour produire, mais aussi pour développer des écosystèmes. C'est pas notre sujet aujourd'hui. On a un sujet lié à la décarbonation de l'industrie. 1,2 milliard. Qu'est-ce qu'on va appeler décarbonation de l'industrie? Je vais le traduire par une transformation des procédés énergétiques, industriels des entreprises qui vont générer une mieux-disance environnementale. On verra le fonctionnement d'appel à projet. Partout où vous avez des petites flèches oranges, ce sont des flèches quelque part qui viennent vous dire aujourd'hui par rapport au webinaire, il y a des potentiels dans le domaine de l'agroalimentaire pour les PME ou les grandes entreprises.
On a 650 millions d'euros pour tout ce qui est agroécologie, alimentation, modernisation, sécurité sanitaire des filières animales et bien-être des animaux. On verra également qu'il y a des mesures très concrètes qui ont déjà émergé. On a 600 millions d'euros pour tout ce qui est relocalisation et sécurisation des approvisionnements. C'est un dispositif qu'on appelle aussi résilience. Ce sont des appels à projets. L'idée, c'est d'assurer une moindre dépendance de l'économie française aux économies étrangères. On verra le fonctionnement plus précis après. 500 millions d'euros pour tout ce qui est réemploi, recyclage, centre de tri, revalorisation des déchets. J'ai pas mis de flèche orange, mais attention, on peut être à la frontière sur certains sujets dans le domaine agroalimentaire. 400 millions d'euros pour tout ce qui est relocalisation et soutien des projets industriels dans les territoires. C'est aussi un appel à projet qu'on appelle territoire d'industrie. 400 millions d'euros, c'est la manne. Hein, tout ça, à chaque fois, les budgets, c'est pour la période 2020-2022. Bien entendu, on verra après comment ça fonctionne. Et 400 millions d'euros pour tout ce qui est numérisation à grande échelle des TPE, PME, ETI. On a également des mesures qui ont déjà émergé. Quand je vous ai mis les flèches oranges, pour le redire, hein, ce sont des appels à projets, des dispositifs qui ont déjà été ouverts et tous ont des caractéristiques communes aujourd'hui et c'est peut-être un des gros cœurs de l'ingénierie, hein, peut-être une des diapos les plus importantes du webinaire aujourd'hui. Il faut bien voir une chose, on a une logique du premier arrivé, premier servi qui est extrêmement présente. Et donc des instructions qui se font au fil de l'eau sur des budgets définis. Ça génère des opportunités, ça génère aussi des contraintes, on va le voir après. L'objectif de tous les dispositifs qui ont été amorcés depuis effectivement la fin août, ça a été d'éviter des reports de projets et ou des arrêts de projets. Dit autrement, je suis une entreprise, j'ai un projet, j'ai une ambition, j'avais calé mes budgets, ma stratégie en 2019-2020 pour les futures années. L'idée des financeurs publics, c'est d'éviter que l'entreprise te dise fasse de l'attentisme, s'arrête dans leur projet, dans leur ambition. Et l'idée, c'est de dire, vous avez un projet, vous avez une ambition, ne vous arrêtez pas, je suis aussi là pour mettre le coup de pouce qui va vous permettre de lancer ces projets, de ne pas effectivement les reporter ou les arrêter. Mais derrière, ça veut dire aussi qu'il y a des critères de sélection qui ont émergé. Avec le plan d'affaires, c'est quoi le modèle économique du projet, c'est quoi mes lignes d'investissement, c'est quoi l'impact économique en emploi, en R&D innovation, l'impact sur l'environnement, sur les filières de mes projets. Il y a des planchers de dépenses également qui apparaissent dans les différents dispositifs. Et puis, il y a la question de la maturité technique et financière. C'est un des critères extrêmement importants aujourd'hui dans les dispositifs quand on fait la saisine, quand on fait le montage des dossiers. Pourquoi? Quand je dis l'idée, c'est de ne pas générer d'attentisme dans les projets. Si c'est pour formaliser un projet ou quelque part, je ne sais pas encore comment je vais le financer, je ne sais pas encore comment je vais le mener, le projet n'est peut-être pas mûr, mature, c'est peut-être pas maintenant qu'il faut candidater, mais peut-être en 2021 ou 2022. Il y aura encore des dispositifs, des appels à projets qui seront présents. Par contre, quand je saisis aujourd'hui, c'est pour dire concrètement aux financeurs publics, j'ai un projet, j'ai une ambition, voilà combien ça va me coûter, voilà ce sur quoi ça va me coûter, et voilà comment je vais le financer et comment je vais emmener mon projet. C'est ça qu'on va appeler la maturité technique. Il faut pouvoir l'exprimer correctement. Et c'est quelque part, c'est l'expression de cette maturité qui va me permettre aussi de structurer mon projet, l'approche, aussi dans une logique de je suis en concurrence avec d'autres projets. C'est un concours de beauté aussi, ce sont des appels à projets. Il y a une question de sélectivité, on va s'arrêter après sur la question de la sélectivité. Et puis, le point le plus important en termes d'ingénierie, le financement public, c'est la question du cadre réglementaire. Au début, c'était un cadre réglementaire qui n'était valable que jusqu'au 31/12 cette année, qui a été étendu jusqu'au 30 juin 2021. Donc c'était aussi pour ça qu'il y avait une question d'urgence au tout début des appels à projets, avec une date de clôture qui était au 17 novembre, et qui finalement maintenant, cette date de clôture, c'est une date de relevé, et les appels à projets se poursuivent dans leur grande majorité. On va s'arrêter sur le tableau qui est juste en bas pour comprendre. D'abord sur la partie basse, et je remonterai sur la ligne du haut juste après. Tout à l'heure, je vous indiquais, l'aide publique est interdite pour des raisons de distorsion de concurrence et il y a des cas dérogatoires. Vous avez dans le tableau bas un ensemble de traductions de ces cas dérogatoires. Pour lire le tableau, quelque part, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis petite entreprise, moyenne entreprise ou grande entreprise? La question de cette définition, on la verra plus tard s'il faut dans les questions-réponses. Et est-ce que je porte un projet d'investissement industriel, un projet d'R&D innovation, ou un projet dans lequel il y a une question d'efficacité énergétique et environnementale de mon activité. Et en fonction de la taille de mon entreprise, on voit qu'on a des taux de soutien qui apparaissent, qui sont les taux de soutien ni plus ni moins que la traduction des règles dérogatoires prévues dans la législation européenne.
Dit autrement, les appels à projets du plan de relance et les dispositifs du plan de relance sont très majoritairement fondés sur ces règles dérogatoires. Et du coup, quand on comprend ces règles dérogatoires, on comprend aussi quelle est la physionomie du projet que je veux pouvoir présenter pour aussi peut-être venir bonifier, optimiser la présentation de mon projet pour aller maximiser mes chances de succès et mes taux de soutien auprès des financeurs publics. Alors là, je vais prendre un exemple qui est le plus flagrant qui permet de comprendre l'ingénierie. Quand je suis une grande entreprise et que je porte un investissement industriel, et grande entreprise, c'est plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 250 personnes, je résume très grossièrement la règle, je ne peux être soutenu que si je suis dans une zone qu'on appelle AFR, c'est une zone géographique bien précise, et si je crée un établissement où j'ai une diversification d'activités. Dans le cas contraire, et du coup c'est quand même la grande majorité des cas, mon taux de soutien c'est 0%. Donc ça veut dire qu'il est inutile de présenter un investissement productif, un investissement industriel. Ça c'est le fonctionnement classique. Et là où le plan de relance amène une autre règle dérogatoire très particulière qui a généré des opportunités également, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est qu'à partir du mois de mars, la Commission européenne a compris que les règles dérogatoires mises en place traditionnellement n'étaient pas suffisantes par rapport effectivement à l'impact de la crise d'abord sanitaire et après économique. La Commission européenne a voté un énième cas dérogatoire qu'on appelle aide temporaire limitée Covid-19, ATL Covid-19. C'est cette ligne du haut. Cette règle ATL Covid-19 dit que quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le type d'investissement, quel que soit le secteur d'activité, toute entreprise est éligible à 800 000 euros d'aide publique, pouvant aller jusqu'à 80% d'intensité du budget présenté. Mais pour pouvoir mobiliser cette règle, la Commission européenne a également prévu que l'entreprise doit démontrer qu'elle a été impactée par la crise dans son activité, sans d'ailleurs formuler la définition précise de quel est ce niveau d'impact. Il y a effectivement différentes astuces qui peuvent être, différentes voies qui peuvent être prises pour démontrer effectivement le niveau de l'impact de la crise sur l'entreprise. Et on voit que les appels à projets du plan de relance fonctionnent majoritairement pour dire, si l'entreprise est impactée par la crise, je viens mobiliser de l'aide sur cette ligne dérogatoire et quelque part, il est utile de prévoir, d'envisager, de chercher à venir saturer ces 800 000 euros en subvention. Mais si j'ai un projet de 3, 4, 5 millions d'euros et quelque part, qui dit 80% à 800 000 dit que quelque part, c'est juste 1 million d'euros qui vont être pris en compte, parfois un petit peu plus en fonction de comment sera regardé le projet et le dossier. Mais si je dépasse largement ces niveaux d'investissement, je n'ai plus la possibilité de venir mobiliser ces 80%. Donc, je vais devoir présenter aussi mon projet pour identifier les autres taux de soutien, les autres types de dépenses éligibles que je vais pouvoir présenter. Nous, aujourd'hui, dans les projets qu'on a déposés, systématiquement, quand on a des impacts environnementaux, quand on a des évolutions dans les procès industriels qui nécessitent de l'activité d'innovation, de R&D, de la diversification d'activités, qui nécessitent effectivement des travaux d'innovation, en tout cas un impact innovation et R&D innovation dans les projets, on vient le démontrer dans les dossiers de façon à pouvoir mobiliser un ensemble de règles dérogatoires liées aux investissements, mais aussi sur d'autres règles, de façon à dire, on va aller chercher 1 million, 1 million 2 millions d'euros d'aide publique, avec ces 800 000 euros liés à la règle dérogatoire Covid-19, mais aussi un ensemble d'autres dotations qui vont s'asseoir sur les autres règles dérogatoires qui sont permises dans les dispositifs des appels à projets ou des dispositifs permanents. Donc le cœur de l'ingénierie, finalement, il est dans la bonne interprétation du projet de l'entreprise au regard des règles dérogatoires qui permettront l'intervention des financeurs publics. Et quand je parle d'intervention des financeurs publics, je parle après des dispositifs, des appels à projets, des dispositifs permanents. Je poursuis, je pense qu'on aura des questions et j'essaierai d'y répondre très, très précisément après. Donc je disais tout à l'heure, ce fonctionnement en appel à projet avec en instruction au fil de l'eau génère des opportunités. C'est des aides qui peuvent être volumiques en subvention et rapides, parce que mine de rien, 800 000 euros d'aide publique en subvention, ça commence à faire des gros tickets, quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs. Et puis on est sur des instructions qui vont relativement vite, parce qu'effectivement, cette notion de temporalité du régime transitoire Covid-19 fait qu'au début, on s'est un peu précipité pour dire aux
clôture au 17 novembre parce que 31 décembre, le dispositif s'arrêtait, mais comme il était prolongé au 30 juin, ça a donné un peu de respiration aux entreprises, mais aussi aux financeurs publics qui, je pense, sont largement engorgés dans les dossiers aujourd'hui. Il est important aussi de dire, comme ce sont des appels à projets, et qu'on va voir après qu'on a une logique de sélectivité, de taux de succès qui peut émerger, de dire si je fais un effort rédactionnel pour solliciter une aide publique du plan de relance, si jamais je ne suis pas retenu, si je ne suis pas lauréat, est-ce que mon dossier, je peux chercher à tout de suite à envisager de comment je vais le recycler sur d'autres dispositifs. Et on va voir qu'il y aura un enchaînement d'appels à projets, donc quelque part je pourrais peut-être recandidater ou candidater sur d'autres dispositifs, mais on voit aussi apparaître des plans de relance au niveau régional, et chaque région ne va pas à la même vitesse sur ces questions. C'est-à-dire que je peux peut-être candidater au plan de relance au niveau national, et puis si je ne suis pas retenu, rebasculer sur des dispositifs régionaux. Mais on a aussi, et là dans le domaine agroalimentaire, c'est quelque chose qui va être important, toute la nouvelle programmation 2021-2027 qui va débouler, dont le FEDER et dont le FEADER. C'est-à-dire que toutes les régions de France vont revoir leurs réserves de FEADER réabondées pour le programme 2021-2027, et en théorie, au 1er janvier 2021, ils peuvent commencer à mobiliser ces FEADER. À nouveau, chaque région va avancer à des vitesses différentes dans l'utilisation de ces fonds FEADER. Il est important de savoir et de comprendre à quelle vitesse elles vont le faire, quels sont les appels à projets ou dispositifs qui vont être ouverts et comment ils vont fonctionner pour se dire, certes, j'ai un ensemble d'ambition de projet entre maintenant et peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être que je peux mobiliser les enveloppes du plan de relance, mais pas que, et comment je fais pour générer cette articulation entre dispositifs et mobiliser au mieux l'ensemble des potentiels de financement public. Il y a aussi des risques à cette démarche sous forme d'appel à projet. C'est ce phénomène d'engorgement. On verra qu'il y a eu énormément de dossiers déposés. Les équipes se sont vues renforcées, mais à la marge, au niveau des instructeurs, au niveau des financeurs publics, et qui, je pense, on le voit un petit peu parce que dans les interactions qu'on a avec eux nous aujourd'hui, ils sont en grosse surcharge aujourd'hui. C'est compliqué parce que, mine de rien, on est sur des fonds de dossiers qui sont un petit peu conséquents. Il faut prendre le temps d'analyser, de lire, de recomprendre les dossiers, de faire les arbitrages entre dossiers, entre appels à projets, et ça génère effectivement un temps d'instruction qui est long et des phénomènes d'engorgement. Et puis, c'est aussi des dossiers que je vais considérer, moi, parfois mal fléchés, mal optimisés. Il ne faut pas se laisser... Il est important de bien comprendre le cahier des charges des dispositifs, et il est important de comprendre qu'il y a une concurrence aussi entre dispositifs, et qu'à nouveau, l'aide publique, autant les dispositifs sont clairs, incitatifs, parfois très bien exprimés, autant il n'y a pas de caractère automatique à l'aide publique. Donc du coup, un financeur public, même si le projet est éligible, peut très bien dire à l'instant T, non, j'y vais pas parce que je choisis de soutenir autre chose ou quelqu'un d'autre. Donc important de bien optimiser le montage du dossier. Quand on regarde, si on fait une photo, et là c'est une photo qui date nous du 5 novembre, donc maintenant il y a quelques jours, on peut résumer sur 3 grands blocs quand même les appels à projets du plan de relance. 1, complexité, 2, sélectivité, 3, réactivité. Alors pourquoi complexité? On voit qu'on a eu quasiment 6000 ouvertures de comptes sur les plateformes de dépôt, mais seulement 1959 dossiers qui ont été déposés complets. Donc il y a un écrémage qui se fait de par le temps à consacrer à la démarche, de par l'ensemble d'éléments de démonstration, de justification, de l'expression du projet. Donc on a 1/3 seulement des dossiers, des entreprises qui sont allées au bout de la démarche dans le dépôt de dossier. Pourquoi sélectivité? Parce que sur ce tiers, donc sur ces 1950 dossiers déposés, aujourd'hui, il n'y a que 16% de lauréats. Donc c'est faible, c'est peu. Donc ça fait aussi peut-être beaucoup de frustrés, beaucoup d'attentes des entreprises qui ont fait cet effort rédactionnel pour déposer un dossier et qui aujourd'hui attendent des réponses des financeurs publics. On sait qu'il va y avoir de la recyclabilité, il va y avoir du refléchage, mais peut-être qu'il ne faut pas attendre aussi que ce soit le financeur public qui fasse ce refléchage et être proactif dans la démarche. Et puis réactivité, avec cette règle du premier arrivé, premier servi. Alors nous, on le voit, on a déposé quelque chose comme 150 dossiers sur le plan de relance, sur les appels à projets du plan de relance, et on continue. On voit que les réponses que l'on a aujourd'hui, les taux de succès que l'on a aujourd'hui sur nos dossiers, ce sont les dossiers qu'on a déposés dans les premières semaines de septembre, où là, on arrive à avoir un recul, un background très intéressant sur ces dossiers. Mais les dossiers qu'on a déposés au mois de septembre, c'est peut-être des clients qu'on accompagnait, entreprises qu'on accompagnait depuis 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans.
Donc, on les connaissait très très bien, on connaissait l'ambition, on connaissait les projets. Et quand on a vu les appels à projets émerger, ben, on voit des caractéristiques, des cahiers des charges, on sait quels sont les attendus. Donc, du coup, ça permet d'être très réactif et de candidater très vite et de formaliser un projet, une démarche. À l'inverse, les entreprises qu'on a rencontrées sur le mois de septembre-octobre, on a peut-être entamé les démarches, les travaux, candidaté juste fin octobre, courant novembre. On n'a aujourd'hui pas encore la visibilité, les réponses sur les dossiers déposés, et on sait qu'on va avoir des semaines d'instruction qui vont être un petit peu lourdes parce qu'il y a quand même beaucoup de dossiers qui ont été déposés. Donc la question de la réactivité est également un élément qui est important. On va s'arrêter un petit peu sur quelques appels à projets. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail précis de tous les dispositifs, tous les appels à projets, parce que ce serait beaucoup trop long, mais peut-être quelques petits warnings ou clés de décryptage succès qui sont intéressants à bien comprendre. On a un premier appel à projet sur lequel les entreprises agroalimentaires peuvent candidater, qui s'appelle Résilience de l'économie. On a 5 grands secteurs clés qui sont visés. Alors, le cinquième, c'est la 5G, mais bon, pas concerné dans le domaine agroalimentaire a priori. C'est le domaine de la santé, de l'électronique, de l'agroalimentaire et tout ce qui est intrant essentiel à l'industrie. On était à l'origine sur un appel à projet qui était en date de clôture au 17 novembre, qui finalement maintenant, 10 novembre, est une date de relevé. Il y aura une prochaine relevée au 26 janvier, au 31 mars et au 1er juin 2021. Pour la période 2020, 2021, 2022, ce sont 600 millions d'euros qui vont être consacrés à l'appel à projet résilience. Et on vient là soutenir des projets de création de nouvelles unités de production, d'augmentation, de modernisation des capacités de production ou de développement et de mise en œuvre industrielle de nouveaux procédés, de nouvelles technologies. Il faut des projets d'au minimum 1 million d'euros et on peut monter effectivement jusqu'à 80% de taux de soutien, mais en fait, on revient sur le tableau que je vous exprimais tout à l'heure. C'est un peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, c'est peut-être l'appel à projet le plus sélectif. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui, il n'y a eu que 31 lauréats annoncés sur Résilience. Nous, on a déposé quand même pas mal de dossiers dessus. On a déjà quand même des lauréats, heureusement, mais on voit que le niveau de sélectivité d'attendu des financeurs publics sur cet appel à projet Résilience, qui a pour objectif de diminuer la dépendance de l'économie française aux économies étrangères, il est important et qu'il est important effectivement d'emmener les projets à bon escient. On a pas mal de dossiers qui ont été fléchés effectivement dans l'agroalimentaire sur ce dispositif, mais il arrive aussi, ces dossiers agroalimentaires arrivent en concurrence avec des dossiers dans le domaine de l'électronique, de la santé ou de tout ce qui est intrant essentiel à l'industrie. Donc attention au caractère simpliste de dire je suis dans l'agroalimentaire donc je candidate à résilience. Il faut voir quel est le caractère stratégique de mon projet dans l'environnement de l'économie française. Et donc quelque part ça peut effectivement être un petit peu hasardeux de dire de ce caractère automatique de dire je suis dans l'agroalimentaire donc je candidate à résilience. Si j'ai une ambition, un projet qui est fort, si je suis sur des budgets qui restent limités par rapport aux millions d'euros, on peut peut-être envisager ou réfléchir à d'autres mesures, d'autres dispositifs, et ne tenter résilience que si on voit qu'on a un caractère stratégique fort. Tout ce qui est soutien à l'industrie dans les territoires, appel à projet qu'on appelle aussi territoire d'industrie, ce sont 400 millions d'euros pour 2020, 2021, 2022 qui ont été fléchés. C'est un appel à projet qui a extrêmement bien fonctionné, pour lequel il y avait déjà 100 millions d'euros de consacrés normalement pour 2020. Il y a tout de suite une rallonge qui a été prévue parce que beaucoup de dossiers déposés. On est sur une instruction qui est un petit peu différente par rapport aux appels à projets nationaux, dans lesquels les régions sont impliquées avec les autorités régionales et les préfets de région. Appel à projet pour lequel on n'a pas de date de clôture, c'est au fil de l'eau jusqu'au 31/12/2022, mais dans la limite des fonds disponibles. Et quand on voit la vitesse à laquelle ça va, si effectivement on est à ISO périmètre de budget, les 400 millions d'euros seront très probablement éclatés avant la fin 2022. Vous avez une petite carte qui existe sur les territoires industrie. Normalement, cet appel à projet est prioritairement fléché dans les territoires industrie, mais pas que. Et là, l'idée, c'est de dire, je cherche à venir soutenir des projets qui sont structurants pour les territoires. Si on a une assiette de dépenses minimum qui est à 200 000 euros, dans les faits, je n'ai pas vu de petits dossiers pour le moment retenus. C'est tout de suite 800, 1 million, 2 millions, 3, 4, 10 millions d'euros de projets qui sont présentés sur 24 mois. Cette logique de projet structurant pour les territoires
est directement lié aussi aux impacts. Et les impacts, c'est dans les premiers relevés que l'on fait, les conséquences, c'est impacts aussi sociaux, sociétaux, en emploi, en possibilité de maintien de l'emploi si je n'ai pas de soutien public, ou en création d'emplois quand j'ai une ambition qui est forte. Et ça reste un des critères extrêmement prépondérants sur un dispositif comme celui-ci. On a vu déjà, nous, des lauréats dans Territoire Industrie liés directement au domaine agroalimentaire. Donc, c'est une opportunité qui est importante de regarder quand on a des projets qui ont des impacts forts et structurants dans les territoires. Tout ce qui est investissement de transformation vers l'industrie du futur, ce n'est pas c'est un dispositif permanent, mais appel à projet. En fait, il va être ouvert jusqu'au 31/12/2022, mais fonctionnement par vague. Et on a une première vague qui va s'arrêter au 31/12/2020, mais qui se rouvrira en 2021. Ne sont éligibles que les PME et les ETI pour tout ce qui est adoption de nouvelles technologies. L'idée, c'est de les aider à se transformer, à se moderniser, et sont visés tout ce qui est machines de production à commande programmable ou numérique, les équipements de robotique, de cobotique, de fabrication additive, et tout ce qui est mise en place de capteurs, réalité augmentée, réalité virtuelle, intelligence artificielle, calcul intensif dans mes procédés de production. Et on est sur un taux de soutien qui va osciller entre 10 et 40% en fonction de ma taille d'entreprise, en fonction de ma situation d'entreprise, dit autrement, en fonction de est-ce que ou non j'ai été impacté par la crise économique. La décarbonation de l'industrie, que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est ouvert depuis le 8 novembre jusqu'au 31/12/2022. On peut candidater si on a un projet qui est inférieur à 3 millions d'euros de dépenses éligibles. Et là, on est à destination uniquement des entreprises industrielles, dont l'agroalimentaire, et on est sur des questions de subvention pour soutenir tous les projets d'investissement visant la réduction de la consommation d'énergie et la décarbonation. Donc ça permet de venir soutenir tous les biens de récupération de force ou de chaleur et tous les biens destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations de procédés. Ça vient clairement se mettre dans l'ambition du gouvernement de permettre la réduction des gaz à effet de serre de façon conséquente d'ici 2050, la France ayant pris des engagements comme la Commission, comme les pays de l'Union européenne. L'idée de ce dispositif, c'est effectivement d'aider l'entreprise à se moderniser dans ses procédés, dans sa mieux-disance environnementale. On a un appel à projet qui va prochainement ouvrir sur tout ce qui est modernisation des abattoirs, et je rajouterai bien-être des animaux. 130 millions d'euros qui sont consacrés effectivement à la mesure, peuvent candidater tous les types d'acteurs, à partir du moment où on est sur un sujet d'abattoir. Tout ce qui est modernisation de l'outil d'abattage, formation du personnel, certification de l'abattoir par rapport à l'exigence d'autres pays, la création des capacités d'abattage innovants. Et là, les abattoirs mobiles deviennent éligibles quand par le passé ne l'étaient pas nécessairement. Encore faut-il que ces projets innovants ne déstructurent pas la filière abattage, qui est quand même une filière extrêmement particulière, sensible. Et puis tout ce qui est déploiement du contrôle vidéo pour soutenir le contrôle interne et le contrôle de l'activité de la filière abattage. Il faut au moins 50 000 euros de projet. Cela étant dit, ce sont plutôt des projets très capitalistiques et souvent volumiques qui sont présentés, mais la subvention ne pourra pas dépasser 2 millions d'euros et pouvant aller jusqu'à 40% d'intensité, 70% pour les autres mers, je le précise, mais je vais m'arrêter majoritairement sur la France métropolitaine. Ce qui veut dire que sur des projets beaucoup plus importants, structurants, parfois 10, 20, on a vu des projets passer à 60 millions d'euros d'investissement dans le domaine de l'abattage, des abattoirs, pardon. On peut candidater tout à fait à cet appel à projet, mais chercher aussi à mobiliser d'autres fonds pour, une fois que j'ai atteint mes 2 millions d'euros sur l'appel à projet, peut-être venir chercher une intervention de la région, de l'État, ou de l'ADEME ou de l'Agence de l'eau, peut-être, sur d'autres dispositifs. Donc il est important de bien comprendre le projet, segmenter les dépenses pour réussir à siloter le projet et faire intervenir une pluralité de financeurs publics sur des projets qui sont des projets structurants importants, mais qui sont largement mobilisables en subvention. L'objectif ici est d'améliorer la protection des animaux, renforcer la compétitivité de l'entreprise, et cette logique de
de santé, de mieux-être des animaux est extrêmement important aujourd'hui dans les dossiers. Dit autrement, une entreprise qui ne serait pas capable déjà de démontrer à l'instant T qu'elle est vertueuse sur le sujet et qu'elle cherche encore à faire mieux, c'est même pas la peine de candidater parce que c'est clairement une des attentes de l'appel à projet. On a des appels à projets qui émergent sur tout ce qui est structuration de la filière protéines végétales. On a 2 volets déjà qui sont ouverts. Donc, sur la structuration de filière, ce sont des projets qui sont collectifs. On a 50 millions d'euros consacrés effectivement à ce premier volet. L'idée, c'est d'avoir complémentarité d'acteurs sur l'approvisionnement, l'agriculture, la production, la transformation, la commercialisation des produits. Quelque part toute une chaîne de valeur qui se met en place dans une démarche collective qui va permettre effectivement d'avoir un impact dans tout ce qui est développement de la filière protéines végétales. Et puis un deuxième volet qui est plutôt investissement dans le matériel aval, dans les matériels aval, pardon, une petite heure de coquille, tout ce qui est logistique post-récolte également visée, et à nouveau sont visées les questions de protéines végétales, tout ce qui est à destination de l'alimentation humaine ou animale. Au total, ce sont 100 millions d'euros, 50 millions d'euros sur chacun des volets. Et à nouveau, on peut mobiliser jusqu'à 2 millions d'euros sur ces appels à projets du plan de relance. Les objectifs étant 1. De réduire tout ce qui est la dépendance aux importations des matières riches en protéines, typiquement soja. 2. Améliorer l'autonomie alimentaire des élevages français. Et 3. Augmentation de la production et de la consommation des protéines végétales et de l'alimentation en alimentation humaine. Appels à projets qui viennent juste, effectivement, sur lesquels on commence à avoir les communications et qui ouvriront à partir du 15 décembre. Qui sont ouverts à partir du 15 décembre. Pardon. Ce sont un ensemble d'appels à projets. Alors, juste petite parenthèse, je vais ouvrir un autre support pour que vous compreniez. Si je m'arrête que sur le plan de relance, en dehors d'autres plans de relance régionaux, d'utilisation des fonds européens, des interventions classiques des régions, de BPI et autres, si je m'arrête que sur le plan de relance, on voit qu'il y a un calendrier assez clair et précis qui a été communiqué sur tous les dispositifs de relance, tous les appels à projets. On voit comment c'est égrené, on voit comment s'ouvriront, se fermeront, se poursuivront les appels à projets. Très clairement, fonctionner en catalogue, à nouveau, ça devient quasiment impossible. Il est important de comprendre, 1, c'est quoi mon projet, c'est quoi mon ambition, c'est quoi ma stratégie. 2, au regard de ça, quels sont les dispositifs les plus adaptés à ma démarche et comment je vais pouvoir les mobiliser, les mettre en œuvre pour éviter aussi de tirer à tout vent et de ne pas optimiser ma démarche, là où on voit que ce sont des dispositifs qui sont sélectifs et exigeants dans la façon de les exprimer. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'on a parlé un peu des règles d'éligibilité, des dispositifs permanents, du plan de relance, des appels à projets déjà ouverts qui ouvriront demain, de ces activités, quoi qu'il arrive, quelle que soit la démarche qu'on entame dans le domaine des financements publics, il y a des règles qui vont s'imposer à vous, qui sont importantes à extrêmement bien comprendre, qui font référence à tout ce qui est législation européenne sur les aides d'État. 1. Valider l'éligibilité du projet. C'est quoi mon secteur d'activité? C'est quoi la taille de mon entreprise? Est-ce que je suis PME, ETI, grande entreprise? Est-ce que le dispositif que je vise m'est ouvert? Je croise trop d'entreprises qui se pensent PME, mais qui, par une détention capitalistique, finalement, sont à agglomérer à un ensemble d'autres entreprises et finalement ont dépassé les tailles critiques, ne sont plus PME et donc du coup ne sont pas forcément éligibles là où elles pensaient pouvoir candidater. Et on a certains secteurs d'activité qui sont parfois éligibles, inéligibles. Et est-ce que je peux me rentrer dans le champ agroalimentaire au sens de la Commission européenne, donc au sens de l'interprétation par les régions de l'annexe 1 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Donc ma matière première, ce qui rentre dans l'usine et ce qui en sort. Quelle est la situation financière de l'entreprise? Dans la très 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 grande majorité des cas, aide par aide, je serai toujours bridé au montant de mes fonds propres, ou plutôt quasi fonds propres. Donc si j'ai un projet de 10 millions d'euros et que je vise un taux de soutien de 10%, donc peut-être 1 million d'euros d'aide publique, mais j'ai 500 000 euros de capitaux propres, je serai toujours écrété au montant de mes capitaux propres, voire la démarche que je présenterai laissera entrevoir un critère de fragilité économique au regard de ma capacité de financement du projet, et le financeur public demandera à être rassuré ou demandera des garanties sur l'entreprise, le fait que l'entreprise puisse structurer correctement son financement ou sa
sa capitalisation au regard de l'aide publique qu'elle demande. En troisième point, l'adéquation du projet avec les objectifs de l'aide. Est-ce qu'il y a des contreparties? Est-ce que je dois prendre des engagements? Est-ce que le cahier des charges sur lequel je candidate correspond bien aux attendus, aux incidences de mon projet? Important de le comprendre avant de candidater. Faire sa demande dans les temps. Je sollicite toujours, en dehors des dispositifs fiscaux type crédit impôt recherche par exemple, je sollicite toujours un financeur public avant le démarrage d'un projet. Pourquoi? Parce que la Commission européenne, quand elle a dit c'est interdit, il y a des cas dérogatoires, pour autant, toute aide publique devra toujours avoir deux effets, un effet d'incitativité, un effet de levier. L'effet de levier est simple à comprendre par rapport à la capacité d'endettement de l'entreprise, la capacité de financement ou de préservation des ressources. L'effet d'incitativité, c'est ni plus ni moins de pouvoir démontrer que grâce à l'aide publique, je vais aller plus vite, plus loin, voire plus grand, avoir plus de ressources à mon projet. Et quand je suis entre autres une PME, le simple fait de saisir avant le démarrage du projet suffit à le démontrer, mais quand je ne suis plus une PME, il va falloir le démontrer, donc peut-être un scénario contrefactuel, et que derrière, c'est quoi le démarrage effectif d'un projet? Donc dans le domaine des investissements, cas de figure qu'on rencontre le plus souvent, le démarrage d'un projet, c'est la signature d'un bon de commande. Dit autrement, ceux qui ont signé des bons de commande et voire parfois versé un acompte, le démarrage de projet étant effectif, le projet n'est plus éligible ou la dépense ne sera pas éligible ou prise en compte. Il est important de bien le cadrer et bien le cadencer. Aller vite, donc entre autres concernant les dispositifs instruits au fil de l'eau. Pourquoi? Parce que première arrivée, premier servi, qu'on est sur des enveloppes qui sont contraintes, des budgets qui sont conséquents, mais certes contraints. Donc c'est important de pouvoir être réactif par rapport à ça. Troisième point, optimiser son budget. C'est quoi le bon horizon temporel? Est-ce que je présente un projet d'1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que je peux candidater tous les ans? Est-ce que je peux candidater une fois tous les 3 ans? Est-ce que si je présente 1 million d'euros maintenant, est-ce que je peux représenter 2 millions d'euros l'année prochaine? Important de choisir l'horizon temporel. Identifier les postes de dépenses éligibles et inéligibles. Est-ce que le crédit bail est éligible? Est-ce qu'il est inéligible? Est-ce que le matériel d'occasion est éligible? Est-ce qu'il est inéligible? Est-ce que mon investissement correspond bien à un attendu, par exemple l'industrie du futur? Bien comprendre effectivement les dépenses de dépenses éligibles et inéligibles. Et puis optimiser les possibilités de cumul. Trop souvent, je vois d'entreprises qui sollicitent un dispositif sans avoir vu qu'à côté, je pouvais peut-être cumuler ma démarche avec d'autres dispositifs et les intercaler l'un à l'autre. Ce sont des choses qui sont faisables tant que je respecte la législation européenne et les règles de cumul qui s'imposent à moi dans cette législation. Quand je vais solliciter un financement public, je vais monter un dossier, j'obtiendrai un accord. C'est ce qui marque le succès, quelque part, le fait d'avoir performé, mais il est essentiel de constituer un dossier de suivi, avec les pièces justificatives, avec des factures qui vont correspondre aux devis qui auraient été présentés, avec le suivi analytique des dépenses. Pourquoi? Parce que parfois je peux être contrôlé, je devais avoir justifié ma démarche, mais aussi parfois je vais devoir justifier de l'état d'avancement et de l'avancement de mon projet pour assurer les décaissements successifs de l'aide publique par les financeurs publics, voire le solde de l'aide. Et puis, veiller à respecter les engagements pris vis-à-vis du financement public. Ce qui doit primer, c'est toujours la stratégie de l'entreprise. Donc attention à ne pas prendre des engagements que je ne pourrais pas tenir, ou alors, si jamais j'ai un phénomène indépendant de ma volonté qui vient complètement transformer ma capacité à générer le projet et les engagements que j'ai pris dans ma convention. Typiquement, je me suis engagé à créer 30 emplois, je perds mon plus gros client dans l'intervalle, je ne suis pas en mesure de créer les emplois que j'avais prévus, je préfère moi la démarche de dire je lève la main, j'alerte le financeur public, quitte à réouvrir la convention, la renégocier, changer le montant de l'aide, changer la physionomie de l'aide ou changer la temporalité de l'aide, plutôt que de rentrer dans la tête dans les épaules en disant avec un peu de chance, personne ne verra rien. Mais là, par contre, s'il y a contrôle qui se met en place et que l'entreprise est, entre guillemets, mise à défaut, il y aura très très peu d'indulgence de financeurs publics, ce qui peut se comprendre aussi qu'il y aura le sentiment d'avoir été floué. Donc voilà, ce sont les principales règles qui sont importantes à bien comprendre pour réussir à optimiser cette démarche et générer cette démarche de financement public dans un cadre optimisé, optimisable et sécuritaire. Ce que je vous propose, avant de faire le jeu des questions-réponses,
c'est de prendre peut-être quelques exemples d'interventions pour comprendre aussi comment on lit un projet, comment on peut chercher à l'emmener. Avec un premier cas concret qui est une entreprise qui est une ETI, donc présente en Nouvelle-Aquitaine, spécialisée dans l'embouteillage et le marché des eaux. Typiquement, cette entreprise, on l'a rencontrée, nous, grâce à un fonds d'investissement qui a pris une participation chez elle. Quand on les rencontre, l'entreprise nous dit clairement « je signe des bons de commande la semaine prochaine ». Et nous, au regard de la taille de l'entreprise, de son activité, de son projet, de la volumétrie des projets, des impacts des projets, on lui dit « oh là là, attention, si vous signez tout de suite vos bons de commande, vous n'allez pas pouvoir, on va pas pouvoir chercher à faire soutenir la démarche. Donc, est-ce qu'il est possible et envisageable de décaler la commande? L'entreprise nous dit oui, mais pas plus de 3 semaines, parce qu'après, tout mon plan stratégique et plan de production va être contraint. Donc, en 3 semaines, nous, on considère que la démarche était faisable. Donc, on lui demande de décaler effectivement les investissements. Et 2, on a entièrement structuré la démarche pour exprimer, candidater à l'appel à projet territoire d'industrie. L'entreprise a été sélectionnée lauréat, on a présenté 5 millions d'euros de budget et on a pu mobiliser 800 000 euros en subvention dans le cadre du plan de relance, qui représente effectivement 15% du budget présenté. Deuxième exemple, une fromagerie effectivement en Pays de la Loire. À l'époque, l'entreprise a un ensemble d'investissements. On voit qu'on a un appel à projet sur des fonds FEADER qui est ouvert, mais l'entreprise est juste dans la constitution, la compilation des devis et la maturité de son projet. On dit clairement à l'entreprise, c'est pas le bon wagon, ne candidatons pas là. Par contre, on regarde les caractéristiques de votre projet et des incidences entre autres dans la structuration de votre gamme bio et de toute la filière bio autour de vous, en amont et en aval. On a l'appel à projet du Fonds Avenir Bio qui est mobilisable. Donc, on fait le choix avec l'entreprise d'arbitrer, de ne pas candidater au FEADER pour aller sur le Fonds Avenir Bio. On y présente un projet de 36 mois, de l'ordre de un peu plus d'1 million d'euros, et on voit que l'assiette retenue a été un petit peu minorée, pour réussir à mobiliser 384 000 euros en subvention. Donc là, l'arbitrage a été important de dire, si l'entreprise avait candidaté au FEADER, probablement qu'elle n'aurait pas eu le temps de compiler entièrement toutes les pièces, tous les devis, toutes les pièces préalables, et elle aurait été contrainte dans la démarche pour pouvoir déposer un dossier dans les temps et pouvoir être retenue au dit appel à projet. Donc on a préféré la temporiser un petit peu. Troisième exemple, c'est une entreprise qui est une ETI très présente dans la transformation des légumineux et qui a également une branche d'activité en cosméto. Entreprise avec des grandes ambitions de développement. Et on a, avec cette entreprise, pris le temps de cartographier tous ces projets, puisqu'elle est présente dans au moins 6 régions françaises aujourd'hui, avec des sites industriels. Donc on a cartographié l'ambition, les projets d'investissement immobilier, l'impact d'investissement, les projets d'aide et d'innovation. On a fait des arbitrages avec l'entreprise sur quels sont les projets qui lui sont prioritaires. Et on a retenu 3 premiers silos de projets, en réalité 4, mais on a encore des démarches qui sont en cours. Un projet lié à un investissement agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine, un deuxième sur la structuration d'une offre bio avec tout un sujet de transformation de produits pour du bio en Auvergne-Rhône-Alpes, et un projet d'innovation, mais lié à la branche cosméto, ce qui fait que sur un temps, effectivement, là, d'un peu moins de 24 mois, on a mobilisé un peu plus d'1,6 million exclusivement en subvention sur 3 projets différemment présentés. Et on a un 4e projet qui est également en cours avec cette entreprise, qui va revenir à nouveau mobiliser des fonds liés à l'investissement productif. Et un dernier exemple peut-être, qui est un peu différent, une entreprise qui s'appelle Mpaiti, qu'on accompagne maintenant depuis un petit moment, sur laquelle on a d'autres dossiers encore qui sont en cours, entre autres liés au plan de relance aujourd'hui. Entreprise où rapidement on a vu qu'on avait et des caractéristiques de R&D sur du développement variétal et la transformation de semences et des évolutions significatives dans le procédé de transformation. Et là, à l'époque, quand on rentre en relation avec l'entreprise, on voit qu'on a un appel à projet extrêmement beau et structurant qui est mobilisable sur les investissements d'avenir nationaux, mais on a un temps très court pour structurer, 15 jours, 3 semaines pour structurer la démarche. On dit clairement à l'entreprise, on tente, on candidate,
au regard du temps que l'on a devant nous et de la structuration du dossier qui est à faire, ça va être très très court, donc risqué, mais ce sera une première étape pour peut-être prendre ce premier rédactionnel qu'on aura fait pour recycler après sur les investissements d'avenir régionalisés, sur un sujet de structuration de filière lié au champ. C'est exactement ce qui s'est passé. On a candidaté au niveau national, on s'est fait bâcher parce que pas assez de temps pour structurer correctement la démarche. On a recyclé le dossier sur l'investissement d'avenir régionalisé pour mobiliser sur les 4 millions d'euros de projet, 2 millions d'euros, 1 million d'euros en subvention, 1 million d'euros en avance récupérable sur un sujet de structuration de filière à l'échelon régional lié au domaine du champ. Donc voilà quelques exemples de projets d'ingénierie. Parfois on accélère, parfois on ralentit, parfois on segmente les projets et les dossiers. Parfois on prend un ensemble de projets qu'on vient agglomérer pour en faire une masse critique. Parfois on prend un très gros projet qu'on vient saucissonner. C'est ce qu'on appelle, nous, cette ingénierie en financement public. Mais à chaque fois, ce qui prime, c'est les règles d'éligibilité, quels sont les cas dérogatoires au niveau européen qu'on pourra mobiliser et mettre en œuvre avec différents outils auprès des financeurs publics. Donc voilà, j'en ai fini pour mon propos. C'est un petit peu long. J'espère que c'était suffisamment clair. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions-réponses. Françoise, je te laisse me poser les questions que tu as pu recenser. Françoise? Je me sens seul. Alors, je vais essayer de reprendre quelques-unes des questions qui ont été posées. Donc, oui, voilà, j'allais te proposer sinon de... Françoise est revenue ou pas? Non, je ne l'entends pas. Vas-y, Anne-Sophie, n'hésite pas si tu as vu des questions passer. Alors, le Alors, je vais- micro de Françoise est ouvert. Excusez-moi, hein, c'est Olivia Liry de l'ANIA. Je vais voir ce qui se passe quelques instants, mais je vous laisse faire en attendant. D'accord, Ok, merci. Vas-y, Anne-Sophie. il y a une question qui a été posée autour du statut de la PME, Oui. à savoir si une entreprise qui appartenait à un groupe, les données à prendre étaient également à l'échelon du groupe. Oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que est communément admis qu'une PME, c'est une entreprise qui fait moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou moins de 43 millions d'euros d'actifs et moins de 250 personnes. Ça, c'est la vision très simple. Mais il faut aussi regarder la question des détentions capitalistiques entre sociétés. Si j'ai une personne morale A qui détient entre 0 et 25% d'une personne morale B, je prends tout de façon autonome, pas de problème, chacun chez soi. Si la personne morale A détient entre 25 et 50% de B, je vais prendre le taux de détention précis, mettons que je vais prendre 30% si A détient 30% de B, je vais prendre 30% des chiffres d'affaires, 30% des effectifs de A que je vais venir appliquer à B. Et parfois B dépasse des seuils. Et si j'ai plus de 50% de détention capitalistique, je prends 100% de l'ensemble. Donc, si j'arrive à identifier ça, je vais pouvoir comprendre que parfois je me pense PME, mais je ne le suis pas à cause de détention capitalistique et de l'incidence que ça peut avoir sur ma propre entreprise. Mais partez du principe que si vous avez moins de 25% de détention capitalistique entre sociétés, tout se regarde de façon autonome. Et dans le cas où ce serait un fonds d'investissement qui est présent chez vous, si c'est bien un fonds d'investissement et qu'il est minoritaire chez vous, je ne prends pas en compte cette détention capitalistique puisque ce fonds d'investissement est reconnu comme un investisseur institutionnel au sens européen et donc n'a pas d'incidence sur effectivement la définition des seuils. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Françoise, ça y est. J'ai dû me déconnecter et me reconnecter. Mais du coup, j'ai perdu tout le chat et j'ai plus les questions. Donc, Anne-Sophie. Anne-Sophie, continue, n'hésite pas, ça marche. Sauve-nous. Je tâche de prendre les questions les plus larges possibles et si effectivement des points un peu plus précis concernant des cas particuliers, on reste à votre disposition pour y répondre dans un second temps. Une autre question concernant le régime Covid. Oui. Quels sont les critères d'éligibilité concernant les entreprises aux appels à projets du plan de relance et comment peut-on démontrer que l'entreprise a été impactée par la crise Covid? D'accord. Alors, la question du régime Covid, c'est l'opportunité de chercher 800 000 euros à 80% de taux de soutien. Mais on n'est pas obligé de candidater aux appels à projets du plan de relance avec cette règle dérogatoire Covid. C'est-à-dire que je peux mobiliser le régime à la PME, le régime à la R&D, le régime environnement. Maintenant, c'est sûr que le régime Covid est le plus intéressant de tous.
La Commission européenne n'a pas défini ce qu'était l'impact. Donc nous, on s'est servi aujourd'hui d'un ensemble d'indicateurs pour démontrer cet impact. Est-ce que l'entreprise a été impactée dans son chiffre d'affaires, dans sa trésorerie? Est-ce qu'elle a mobilisé ou non un PGE? Est-ce qu'elle a un carnet de commandes qui est devenu quasiment exsangue ou qui a été ralenti? Est-ce qu'elle a décalé dans le temps des gros projets qui étaient prévus? Voilà, donc il y a un ensemble de possibilités de démonstration qui sont ouvertes. Aujourd'hui, on a des interprétations qui sont quand même relativement souples et bienveillantes de la part des financeurs publics. Encore faut-il pouvoir effectivement l'argumenter et le démontrer. On a aussi rencontré une entreprise dans laquelle, clairement, l'impact crise n'existe absolument pas. Dans ces cas-là, effectivement, mobiliser la règle dérogatoire Covid, malheureusement, peut être compliqué. Donc, il est important de voir comment je peux asseoir mes éléments de démonstration et justifier effectivement cet impact. Merci. Il y a aussi des questions de mémoire sur le taux d'aide quand le projet regroupe plusieurs natures de travaux. Donc des travaux d'inno, comment est-il calculé? Alors, je vais prendre un exemple concret. Alors, je ne vais pas être dans le domaine agroalimentaire, c'est une entreprise de l'aéronautique qu'on a accompagnée, sur laquelle on a été lauréat là, récemment sous le plan de relance. Entreprise qui avait et de l'investissement et un petit bloc d'innovation et de R&D, entreprise qui est une PME. Donc en fait, sur les investissements, on a pu démontrer l'impact crise, donc on a pu aller chercher les 800 000 euros d'aide, donc à 80% de taux de soutien de l'assiette qu'on a présentée, donc plafonné à 800 000 euros. Et puis une fois qu'on a eu saturé ce million d'euros quelque part de dépenses, comme on avait d'autres dépenses éligibles, ces autres dépenses ont été rabattues sur le régime à la PME. Et comme c'est une entreprise qui n'est pas petite mais moyenne entreprise, le taux de soutien a été de 10% sur ces dépenses. Et puis sur la partie silo R&D innovation, on a mobilisé également un bloc d'aide publique parce qu'on a formalisé le projet. On y a mis dedans les temps hommes, la masse salariale, les dotations d'amortissement connexes effectivement au projet, le coût des prestataires. Et là-dessus, j'ai plus le taux précis, on doit être sur un taux qui doit avoisiner les 40% de l'assiette de dépenses présentée. Donc si je moyennise l'ensemble du projet des coûts présentés, je dois être sur un taux moyen qui doit être dans mes souvenirs autour de 37%. Mais dans ces 37%, j'ai un bloc de 80% sur l'investissement, un bloc à 10% sur l'investissement également, et un bloc à 40% sur un bloc innovation R&D. Mais on a exprimé un tout, et on a aidé le financeur public dans la lecture du projet pour bien segmenter la démarche de façon à ce que lui, facilement, puisse se dire ce bloc, je l'emmène sur tel régime, ce bloc sur tel régime, et au final, voilà l'intervention qui en est faite. Ok. Il y a aussi, alors ça c'est plutôt sur le plan de relance et c'est une remarque que nous on a eue à l'ANIA, c'est on a l'impression qu'il y a un cahier des charges sur les appels à projets plan de relance et que la sélection se fait beaucoup sur des considérations politiques. Est-ce que ça c'est un ressenti que vous avez eu aussi à BF Décision? Oui, alors oui et non. Oui et non. Je vais prendre à nouveau, j'aimerais répondre par des exemples qu'on a rencontrés. Entreprises qu'on a accompagnées, qu'on accompagne d'ailleurs. Entre le moment où on met en place l'accompagnement et le moment où on démarre effectivement la mission, il se passe une petite semaine et l'entreprise a oublié de nous dire qu'elle avait une visite du président de la région qui se faisait. On n'est pas présent, on n'a pas structuré la visite ni la démarche. Le président de région dit clairement à l'entreprise, je vais vous soutenir, ne vous inquiétez pas. Dans les 24 heures qui suivent, la directe contacte l'entreprise, lui demande, vous avez 48 heures pour candidater à un appel à projet territoire industrie. L'entreprise oublie à nouveau de nous tenir au courant, dépose tous les dossiers sur tous les sujets, les éléments sur la plateforme, démontre, etc. Et se passe quelques heures et la directe rappelle l'entreprise en disant, écoutez, l'entreprise, au regard de sa structuration économique, n'est pas éligible parce que reconnue comme entreprise en difficulté. Là, l'entreprise met un genou à terre, ne comprend pas. Et effectivement, dans la liasse fiscale qui a été déposée, l'entreprise a clairement laissé entrevoir qu'elle avait ses capitaux propres qui étaient diminués de plus de 50% par rapport au capital social de l'entreprise. Et donc, en théorie, application de la règle européenne, l'entreprise est reconnue comme entreprise en difficulté, donc inéligible à toute aide publique. Sauf qu'il y aurait probablement eu des éléments de démonstration autres ou complémentaires à mettre en place pour éviter de tomber dans cet écueil et structurer la démarche de l'amont. Là, autant on a un fait politique qui était clairement
volontaires et volontaristes pour aider, autant après les techniciens, l'interprétation des règles ont été, ont fait le travail et n'ont pas permis à l'entreprise d'accéder effectivement à l'aide publique. Et à l'inverse, on a des dossiers et des projets dans lesquels on voit, nous, des phénomènes structurants un peu moindres que d'autres, mais des dossiers qui sont considérablement accélérés parce que le fait politique a envie d'accompagner, a envie de permettre à l'entreprise d'accéder au dispositif du plan de relance. C'est extrêmement vrai sur le territoire industrie, puisqu'on est sur l'appel à projet dans lequel les régions sont fortement impliquées, en fonctionnant par vague, pas plus de 10 dossiers instruits à la fois. Donc le jeu de sélection se fait fortement, et effectivement la question du fait politique est également présent. Dit autrement, oui, cette proximité est importante. Maintenant, les règles d'éligibilité, le côté structurant de la démarche est essentiel. L'un ne va pas sans l'autre, l'autre ne va pas sans l'un. Avec un dossier qui ne serait soutenu que sur du fait politique, s'il n'y a pas les règles d'éligibilité, les mal ficelées, ne passera pas. Et à l'inverse, un dossier extrêmement bien ficelé et parfois avec un défaut, en tout cas un manque de reconnaissance ou en tout cas une volonté politique qui voudrait ne pas soutenir le projet, le dossier ne passera pas non plus. Donc, important de bien avoir cette vision d'ensemble. Merci. J'ai des questions sur les dossiers autour de la décarbonation. C'est vrai que le seuil est à 3 millions d'euros. Si on a un dossier moins important, est-ce qu'il y a des guichets sur cette thématique-là qui seraient disponibles dans la grosse enveloppe? Oui. Alors, je me suis arrêté sur décarbonation, sur un dispositif qui s'est ouvert récemment pour tous les projets de moins de 3 millions d'euros. Donc, le dispositif que j'ai présenté, c'est bien tous les projets qui font moins de 3 millions d'euros. C'est un dispositif qui va être là, en théorie, permanent, dans lequel on va pouvoir présenter les projets et les budgets. Et pour les dossiers de plus de 3 millions d'euros, il y a eu un premier appel à projet, 2 appels à projet qui ont vécu, qui se sont clôturés au 20 octobre. Ils ont ouvert très vite, tout début septembre, ont eu une durée de vie extrêmement courte, et ces appels à projets pour les projets plus structurants réouvriront prochainement sur 2021. Et on sait que c'est un dispositif qui va vivre par vague à nouveau. Il y aura sûrement un appel à projet en 2021, un autre en 2022 pour les projets plus importants, au-delà de 3 millions d'euros sur le sujet décarbonation. Ok, j'ai pas mal de questions autour des startups aussi. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des guichets dédiés ou est-ce qu'elles rentrent dans la catégorie PME? Les startups sont bien des PME par défaut, puisque moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 250 personnes, sauf à ce que la startup ait par exemple 52 à 52% dans son capital, je ne sais pas moi, une très très grande entreprise cotée ou autre. Là, effectivement, ça vient complètement changer du fait de la descente capitalistique. L'entreprise se pense start-up, elle a 6 mois d'existence, 5 personnes, et il faut vraiment enfin en train de faire sa R&D, mais la descente capitalistique vient la contraindre. Donc là, je ne pourrais pas la reconnaître comme une PME, mais en général, ce sont des PME. On va avoir des territoires dans lesquels on va avoir des dispositifs vraiment propres aux startups avec des services startups dédiés, d'autres dans lesquels elles sont complètement fondues à l'activité industrielle classique, typiquement dans les régions, et des dispositifs qui peuvent être également extrêmement fléchés vers les startups avec, pour certains, tout à l'heure j'évoquais que aide par aide, on est bridé au montant des capitaux propres, certains rares dispositifs très beaux, très sélectifs, mais très intensifs, ne sont pas bridés au montant des capitaux propres, donc très orientés vers ces startups. Maintenant, on est sur des démarches qui sont extrêmement lourdes. C'est vraiment là, c'est même plus un concours de beauté, là, c'est Miss Univers. Ça vaut le coup de candidater dessus quand j'ai le bon projet avec le bon potentiel, la bonne attaque de marché, la bonne démonstration à faire de quel est le niveau de création de valeur que je vais créer derrière l'impact marché. Ça peut être très intéressant et ça, ce sont des dispositifs qui sont quasiment exclusivement consacrés et tournés vers des startups. Ok. Une question sur les dépenses d'exploitation en logistique. Est-ce qu'il y a des guichets qui vous viennent à l'esprit là, qui pourraient être sollicités, des projets OPEX en logistique? Alors, oui. Alors, on est sur un sujet qui est compliqué à appréhender. Alors déjà, parce que ça me vient tout de suite à l'esprit, si c'est un sujet qui est logistique lié à la filière protéines végétales, clairement l'appel à projet qui va ouvrir le 15 décembre, on est en plein dedans.
Ensuite, sur la partie logistique un peu plus traditionnelle, en fonction du niveau d'importance du projet, de l'impact territoire, si j'ai un impact emploi significatif, ça peut être intéressant de m'appuyer sur ce point, et auquel cas, une aide de la région sur un régime dérogatoire bien spécifique propre à l'impact emploi peut être mobilisable. Territoire d'industrie peut également être mobilisable, par exemple. On a vu des projets logistiques soutenus déjà dans les premiers lauréats. On peut avoir dans le domaine de logistique également des silos d'activités, de travaux sur des questions d'R&D, d'innovation liées aux procédés propres à la logistique. Est-ce que j'ai une algorithmie particulière pour la logistique? Est-ce que je mets en place des AGV? Est-ce que je mets en place un mode d'exploitation de ma logistique qui nécessite des travaux d'innovation? On a su faire accompagner des projets de ce type par le passé. C'est clairement pas les projets les plus simples à structurer, mais ça nécessite, je pense, de se poser la question pour voir quel est l'angle dans lequel je peux réussir à... En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a une règle dérogatoire que je peux aller chercher? Est-ce que c'est une Et règle après, on doit rentrer dans la particularité du projet lui-même, je pense. Voilà, exactement. Donc, c'est difficile de répondre. Là, comme ça, je vois pas de dispositif vraiment fléché vers la logistique, mais on a un ensemble de vecteurs qui peuvent permettre de venir accrocher un projet logistique sur des outils ou des règles dérogatoires. Sur les délais moyens d'instruction, là, dans le cadre du plan de relance, ça dépend des guichets ou est-ce qu'on a un délai Les dossiers qui ont été déposés sur les 3 premières semaines de septembre, on a commencé à avoir les retours précis à compter du 25 octobre. Donc on voit qu'on est sur un mois d'instruction. Je pense que ce mois et demi d'instruction, c'est quelque chose qui reste encore aujourd'hui de vigueur, qui peut peut-être tendre à se rallonger. Mais on a aussi des dossiers pour lesquels on a déposé des dossiers, nous, courant septembre, sur lesquels on n'a pas encore les réponses, mais c'est aussi des dossiers qui sont lourds, conséquents, sur lesquels je pense le temps d'instruction et les arbitrages sont importants aussi à faire. En général, on va être, je pense, sur des dossiers... en répondant, j'ai un petit éclair aussi. Je vous dis ça avec un premier vague d'appel à projet qui était sur une date de clôture au 17 novembre et instruction au fil de l'eau. Attention, sur résilience, auto, aéro et quelques autres appels à projet, maintenant on bascule en date de relevé. C'est-à-dire que si je candidate maintenant et que j'ai une date de relevé en janvier ou en mars qui se met en place, de toute façon, c'est la date de relevé qui fera que tous les dossiers vont être étudiés, analysés, et c'est après seulement que j'aurai le retour. Donc ça risque de rallonger un petit peu les instructions des prochains mois, si je dépose un dossier maintenant. On n'est plus au fil de l'eau sur ces appels-là, du coup. Ouais, par contre, territoire d'industrie, on reste au fil de l'eau. Une question sur le plafond des aides de minimis. Est-ce qu'il pourrait être revu à la hausse? Il est à 200 000 € actuellement. Non. Par le passé, alors je pense que là, on a quelqu'un qui a dû connaître la crise économique de 2009, puisqu'effectivement, en 2008-2009, le plafond de minimis a été revu à la hausse. Là, c'est via un autre régime transitoire aide temporaire limitée, le fameux ATL que j'évoquais tout à l'heure. C'était déjà ce qui a été mis en place en 2008-2009. Là, le choix de la Commission européenne n'a pas été de relever le plafond de minimis, mais a été de mettre en place un autre régime à côté du régime de minimis, avec cette fameuse règle ATL Covid-19 et ses 800 000 € et 80% de taux de soutien. Dit autrement, j'ai ces 800 000 € si j'ai un impact Covid que je peux mobiliser. J'ai aussi mes 200 000 € de minimis sur 3 exercices glissants que je peux venir mobiliser. Et je vais faire une petite parenthèse pour être très clair sur ce sujet. C'est interdit, il y a des cas dérogatoires, des cas à la PME, R&D innovation, impacts environnementaux, zonage géographique, impact Covid. Et en fait, la règle de minimis, moi, ma façon de le voir, c'est ma voie de garage. C'est-à-dire que j'utilise la règle de minimis quand je ne trouve pas d'autres cas dérogatoires qui vont être plus intensifs, plus intéressants pour l'entreprise, sans cette contrainte de 200 000 € sur 3 exercices glissants. Maintenant, aujourd'hui, la voie de garage, elle n'a pas été revue à la hausse, reste à 200 000 € sur 3 exercices glissants, mais j'ai cette possibilité complémentaire de 800 000 € sur le régime Covid. Claire, pour moi. Une question sur, on arrive bientôt à la fin, on vous libère tous à 12h30. Je prends les dernières questions. Comment mobiliser à la fois une aide régionale et une aide BPI? Y a-t-il un effet de levier et donc un intérêt à le faire? Voilà, y a-t-il un intérêt du coup à cumuler des aides nationales et des aides régionales? Oui, clairement.
je reprends la règle, c'est interdit, il y a des cas dérogatoires. Mes cas dérogatoires, le cas dérogatoire que je vise prévoit ce qu'est un projet éligible, ce qu'est une dépense éligible et ce qu'est le taux de soutien maximum plafonné. Un financeur public ne pourra pas dépasser ce taux maximum plafonné, l'entreprise non plus. Mais si, par exemple, j'ai un projet d'R&D d'innovation, que la région met 20% sur ce projet d'R&D d'innovation, que mon régime dérogatoire vise 50% de taux maximum plafonné, ben les 30% restants, il y a la place pour BPI de s'exprimer dessus. Donc si j'arrive, il y a une stratégie bien particulière à mettre en place dans ces cas-là, à faire se rencontrer, converger les intérêts de la région et de BPI, à venir soutenir l'entreprise sur ce même projet et additionner leur intervention tout en respectant le taux maximum plafonné dérogatoire européen, je peux les cumuler. Maintenant, ça ne se fait pas de caractère automatique. En général, on peut avoir des cas où la région va dire bah, BPI vous a soutenu, j'y vais pas. Bah, la région peut dire BPI vous a soutenu, j'y vais pas. Et puis parfois, parce que le projet plaît, parce que les deux ont envie d'être présents au contact de l'entreprise et à soutenir, on arrive à additionner les deux. Si c'est le même projet, les mêmes dépenses et la même nature de dérogation. Mais parfois, un même projet, on peut aussi chercher à le siloter pour dire j'emmène la région sur, par exemple, la partie investissement de mon projet, industrialisation, et BPI sur un bloc d'innovation R&D, en présentant deux projets, en découpant le projet en deux projets différents, sans mentir, sans trahir, sans travestir la nature des projets, pour venir faire coexister les interventions des deux financeurs publics. Donc c'est tout à fait faisable aussi. C'est des cas qu'on a souvent fait. Merci. Du coup, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Franck, j'ai une dernière slide à passer. Oui. Alors, c'est moi qui la main. Je n'ai pas oublié de question. Ah, Yuan, j'ai vu tes questions, mais je sais que tu as un entretien tout à l'heure. Je pense, vu que c'est un cas particulier, tu pourras le traiter directement avec l'expert d'ABF Décision. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il reste, je crois, 5 créneaux encore pour les rendez-vous de cet après-midi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. On voulait aussi, donc là, on vous a parlé de financement public. Il y a aussi des financements auxquels il y a des fonds, donc notamment celui-là qui s'appelle le fonds agro-croissance qui est géré par la G2R pour les PME agroalimentaires qui ont moins de 3 ans d'existence. Donc pour le coup, là, les startups sont un peu hors champ et qui peuvent permettre en fait de financer, de vous aider à financer certains de vos projets. Donc à chaque fois, ces fonds ont donc on vous présente celui-là agro-croissance parce qu'on connaît bien G2R La Mondiale, mais ils ont en général un cahier des charges et évidemment des critères de sélection qui leur sont propres, mais il y a aussi moyen parfois d'aller chercher de l'argent chez des partenaires qui ne sont pas les pouvoirs publics. Après, c'est difficile d'avoir une vision globale sur tous ces dispositifs, mais je pense que je ne sais pas si ABF accompagne aussi sur ces dispositifs-là, mais ça peut bien en complément. Ouais. On ne fait pas, nous, la partie financement privé, parce que là, on parle de financement privé dans un cas comme ça. Par Absolument. contre, on pense et on raisonne la bonne articulation financement privé, financement public. C'est-à-dire que puisque majoritairement les aides publiques sont plafonnées au montant des capitaux propres ou quasi-fonds propres, quand on voit une entreprise qui a un projet extrêmement structurant, marqué, qu'on sait qu'il il peut être champion sur certains dispositifs très structurants, on va dire à l'entreprise, bah, c'est peut-être le moment que de penser effectivement le sujet d'ouverture de votre capital. Nous, on ne va pas le traiter, mais on va stimuler l'entreprise sur le fait de le penser. Et puis, bah, penser les deux, c'est aussi une façon de dire, voilà, j'assure la viabilité économique de mon projet, ce qui intéressera le financeur public, et j'augmente la surface d'éligibilité parce que j'ai mes capitaux propres qui augmentent, et j'évite de trop me faire duler parce que j'ai peut-être un petit peu moins demandé, parce que j'ai un beau bloc en subvention qui va pouvoir intervenir. Donc ça, il y a une vraie intelligence à penser les deux ensemble. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Franck, on ne les a pas cités, mais il y a plein de remerciements et surtout plein de compliments sur la clarté de l'intervention. Je me joins à eux parce que c'était très, très clair et très instructif. Même pour moi qui ai la tête dedans toute la journée, donc c'est dire. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, rendez-vous pour ceux qui ont des rendez-vous cet après-midi avec les experts d'ABF Décision. Franck, encore merci. On vous enverra le support de présentation et évidemment le lien pour le replay. Très bien. Voilà. Ça marche. À bientôt. Merci beaucoup. Très bon appétit et bon déjeuner à tous. Bon appétit. On est dans l'agroalimentaire quand même. Hein. Allez, exactement. Au revoir. Merci, au revoir.